Bonjour, merci beaucoup à la French Tech Brest Plus de nous permettre de cet échange autour de l'intelligence artificielle et de la mer, et en particulier des filières nautiques et de la course au large, puisque nous allons faire un petit focus sur ce sujet. Nous sommes un atelier assez nombreux, puisque nous avons 5 participants. Donc, je suis heureuse d'accueillir Franck Tamy de la société Ocean Skills. Bonjour. Laura Ledu de la société Optici. Frédéric Bocou, directeur de la SEM Sodefi, donc de Port-la-Forêt. Bonjour à tous. Olivier Douillard de la société IAM45. Bonjour. Et Yann Amis de la société Sportriser. Bonjour. Voilà. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais rapidement vous présenter Finistère Mervent, qui est une société coopérative d'intérêt collectif fondée sur un modèle hybride public-privé et qui travaille en fait à l'incubation et l'accélération des filières nautiques et de course au large et qui réunit aujourd'hui 70 membres sociétaires avec quelques axes d'innovation et en particulier ceux de la sécurité à la mer, de l'énergie et du numérique. Et c'est aussi dans ce cadre que nous avons organisé cet atelier. Donc c'est la raison pour laquelle il y avait un lien évident entre l'intelligence artificielle dans le cadre de notre axe numérique et ces différentes filières nautiques et de course au large dont nous allons parler. Alors je vous propose d'organiser cet échange peut-être en 3 temps. Les pratiques nautiques dans un premier temps, la gestion optimisée des zones portuaires ensuite, et puis nous en viendrons à la course au large et vous verrez qu'en parlant de transfert vers d'autres secteurs industriels et d'intérêt au niveau de l'intelligence artificielle, nous rebouclerons certainement avec les pratiques nautiques et la boucle sera bouclée. Alors je vais commencer avec toi Franck. Oui. Donc toi tu as lancé la société Ocean Skills en proposant en fait la première plateforme d'apprentissage en ligne des pratiques nautiques. C'est ça. Et tu t'intéresses à beaucoup de choses, en particulier la réalité augmentée, mais également l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Avant peut-être d'arriver sur l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ta plateforme ? Alors d'abord, Ocean Skills, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne dédiée au monde du nautisme et en particulier depuis février 2020 à la plaisance, à la pratique donc, de la plaisance. On a disrupté un peu le marché puisque aujourd'hui, pour apprendre à faire de la voile, c'est toujours un peu compliqué. Soit on le fait directement sur un bateau où on lit des bouquins pour apprendre. Et nous, on a voulu donc mettre en avant un slogan qu'on défend beaucoup, théorie plus pratique égale compétences au carré. Et plus on rapproche la théorie de la pratique, et plus les compétences se développent rapidement et durablement. Alors pour revenir au sujet, nous ce qu'on souhaite aujourd'hui, le Graal dans lequel on est, on a déjà avancé un tout petit peu, c'est qu'aujourd'hui la pratique, si on mélange bien la théorie et la pratique au plus près avec notre application directement sur le bateau, eh bien on rapproche fortement justement ce slogan de la réalité. Et le Graal dans lequel nous sommes, c'est qu'on reste convaincu que l'assistant personnel donc en mer, en offline et en online est possible. Donc je vais faire juste une transposition à l'oral, mais imaginez qu'on prend Siri et on est, je dirais, boraqué et on demande, tiens, sur le secteur 4, raconte-moi un petit peu comment je peux sortir le bateau en toute sécurité, et c'est là où on interviendrait. Donc à la fois sur l'apport didactique de la sortie sécurisée, mais également avec de l'intelligence artificielle, voire de la réalité augmentée, la possibilité de regarder et de visionner en toute sécurité, je dirais, avant de faire la manœuvre qu'il faut réaliser. Donc toi, tu es vraiment positionné sur la notion d'apprentissage, avec un gros travail effectué à partir des vidéos et de fiches pédagogiques réalisées en fonction de qui prend quel poste sur le bateau, en fonction des données météo, et c'est là où on fera aussi du lien avec Yann tout à l'heure de Sportriser. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est d'aller encore plus loin dans l'intégration de données liées à l'intelligence artificielle dans finalement l'apprentissage et la pratique nautique. Et oui, c'est un peu notre cible, donc du coup on en parle souvent avec Olivier, c'est un peu notre débat en ce moment, mais c'est de se dire qu'aujourd'hui on peut récupérer énormément de data via des capteurs ou autres solutions, et de prendre ces data comme information et de pouvoir les transposer ensuite dans une réalité d'apprentissage. Donc on est dans les sciences cognitives, mais c'est un petit peu ça, et l'idée c'est de trouver toutes les technos nécessaires pour réaliser cette mise en œuvre, qui à mon sens ce serait une grande révolution, voire une super révolution pour tout le monde. Alors on parle de plaisanciers, mais évidemment les pros, la course au large sont déjà dedans, donc l'idée c'est de transposer un petit peu ce qui existe déjà vers les plaisanciers, donc je dirais plutôt classiques, monsieur, madame, tout le monde. Et on va s'en charger. Voilà. Donc on va mettre ça en œuvre, on va essayer de tester ça, et notamment la réalité augmentée, on peut enclencher énormément de choses. Donc je rappelle, la réalité augmentée, c'est quand même une surcouche sur un environnement réel, et là on est déjà en train de réfléchir avec des constructeurs que je n'ai pas nommés,
mais par exemple sur un Garmin, hein, on projette une tablette ou un smartphone et tout de suite on sait comment utiliser, l'outil qui est en face de nous. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, et donc voilà, il faut qu'on avance sur le sujet et qu'on crante systématiquement les sujets les plus intéressants et les plus probants possibles. Donc toi tu travailles aussi beaucoup sur la préparation, donc l'apprentissage de la préparation avant de prendre la mer. Oui. Pendant qu'on est à l'eau, quand on est finalement à l'eau et qu'on revient au port, oui. Tout ça c'est intégré du coup dans ces 3 temps. Enfin, tu donnes à chaque fois des clés. Oui, en fait nous on défend encore une fois, c'est pas un slogan cette fois-ci, mais c'est une réalité. Dans l'apprentissage, il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Et ce cercle, il est immuable. Hein. Quoi qu'on fasse, on passe par ces étapes-là. Et nous, à chaque étape, on doit être le plus efficient possible pour l'apprenant. Et donc le avant, c'est la préparation. Le pendant, c'est on réalise, on apprend. Et on va même se corriger, un peu comme le fait Olivier dans son modèle. Hein. C'est l'amélioration permanente. Hein. On tourne dans ce cercle-là. Et puis après, l'après, c'est ce qu'on appelle l'ancrage, hein, l'ancrage mémoriel, l'ancrage des compétences. Et là aussi, on peut apporter énormément de choses au niveau de l'apprentissage. Et plus spécifiquement, si tu devais citer quelques données qui t'intéressent au travers de l'intelligence artificielle, quelles sont les typologies de données justement que tu peux intégrer dans cette notion d'apprentissage ? Sur l'exemple de départ que j'ai cité, c'est-à-dire l'assistant personnel, hein, donc là déjà il y a la reconnaissance vocale qui n'est pas un petit sujet. Hein, voilà. Ensuite une banque d'analyse qui permet de cranter ou en tout cas d'identifier clairement la demande, d'ouvrir cette fois-ci la ressource nécessaire à la réponse à la demande. Donc ça c'est de l'IA. Très clairement. Ensuite on a les ressources qui sont là à disposition qu'il faut simplement appeler. Deuxième point, c'est justement sur la partie captation d'informations, comment on traduit les informations captées. Je prends l'exemple du capteur des extrado, intrado hein, qu'il y a sur la course au large. Voilà, typiquement aujourd'hui, si on arrivait à capter ce genre d'informations, le transmettre en langage simple hein, pour pouvoir régler ses voiles par exemple, en tout cas optimiser son réglage, voilà, c'est des choses comme ça. Et donc là, on est en situation réelle, c'est très complexe, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Mais en tout cas, dans l'apprentissage, on sait qu'on peut apporter ce qu'on appelle pas la vérité absolue, mais en tout cas de la guidance hein, qui permet de mieux faire les choses. Alors, parlons de guidance, entrée-sortie du port, ça fait partie aussi des bonnes pratiques. Et typiquement, justement, à l'échelle d'un port, toi, Frédéric, et c'est intéressant dans ton propos aujourd'hui, puisque tu vas être l'utilisateur final, finalement, dans ce tour de table, tu es l'usager. Quelle était ta problématique et en quoi tu penses que finalement, c'est aussi par l'intelligence artificielle qu'on pouvait trouver la solution à cette problématique ? Eh bien, écoute, à vrai dire, vous connaissez tous déjà Port-la-Forêt, hein, je pense que Port-la-Forêt ne se présente pas, mais coexistent en fait à Port-la-Forêt 2 activités majeures. La première, c'est l'activité course au large, que vous connaissez tous, hein, avec les Figaro et avec les IMOCA. Et ensuite, la partie plaisance plus commune, avec la présence de bateaux à voile, bateaux à moteur, qui naviguent dans le bassin d'Églénan très régulièrement. Comme toute entreprise, en fait, la SEMSO-Défi a des axes de développement, et particulièrement l'accueil des bateaux de passage, des bateaux visiteurs. Actuellement, Port-la-Forêt, c'est grosso modo 1500 bateaux de passage par an, ce qui représente somme toute un nombre assez restreint, comparé à d'autres ports bien plus importants en bateaux de passage. Néanmoins, c'est un port qui est très sollicité. Nous avons 1200 places, toutes ces places sont occupées, et nous avons donc très peu de places à offrir aux bateaux visiteurs. Donc pour cela, en fait, c'est très simple. Nous essayons d'optimiser en fait les emplacements disponibles qui sont libérés par des bateaux annuels afin de les réattribuer aux bateaux de passage. Et donc pour ça, on a sur le bassin de plaisance un agent d'accueil qui va diriger en fait ces bateaux vers les places disponibles, mais qui va ensuite réaliser en fait tout un plan de mouillage de façon à bien identifier les bateaux qui sortent. Identifier également, si possible, leur durée de sortie, donc le temps de leur escale. Et ensuite, à partir de ça, va placer les bateaux sur les places disponibles. Alors c'est un travail qui est assez compliqué. L'agent portuaire ne se limite pas à ça, car il a aussi une mission d'accueil. Donc il doit aussi aider les bateaux à l'amarrage. Il doit également renseigner au maximum les usagers. Et ce qui fait que ça lui laisse finalement peu de temps pour faire un pointage du plan d'eau. Donc, à partir de ce point-là, c'est vrai que je t'ai rencontré, Rachel, à Finistère-Mervent, et nous avons donc rencontré l'entreprise Optici. Voilà.
Pour et la Samuel solution. Chevalier, C'est ça. le dirigeant, Oui. afin de trouver une solution à notre problème de pointage. Samuel m'a proposé une solution avec l'intelligence artificielle que je ne connaissais absolument pas. Je ne pensais pas qu'on pouvait d'ailleurs la transcrire sur un port de plaisance, donc ça a été pour moi une découverte, assurément. Mais je pensais que l'idée n'était pas aboutie. Donc on en a discuté. C'était pas mal, oui. Samuel se proposait donc de mettre une caméra à l'entrée du port pour en fait pointer les bateaux qui rentrent et qui sortent. Alors l'intelligence artificielle dans ce domaine, c'est le machine learning. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle va définir une forme de bateau, le nom d'un bateau, peut-être la longueur, la largeur, et va utiliser tous ces critères pour identifier le navire qui sort. C'est ça. Et Laura va nous expliquer ensuite la solution en détail. Voilà, c'est ça. Mais toi, ta problématique, c'était vraiment ça. Moi, je trouvais ça intéressant. C'est ça. Le bateau sort, finalement, libère de la place. Qu'est-ce qu'on en fait exactement? C'est ça qui était intéressant. C'est qu'il faut impérativement que cette information soit envoyée vers notre logiciel de gestion portuaire, de façon à ce que lui, justement, puisse identifier le bateau sortant et, si possible, lui envoyer un message sous forme d'une alerte SMS ou mail, de façon à l'interroger sur sa sortie, lui dire voilà, on a identifié votre bateau comme sortant du port, combien de temps sortez-vous, combien de temps voulez-vous libérer la place? Et à partir de cette information, qui est retranscrite sur notre logiciel de gestion portuaire Seaport, à ce moment-là, on peut savoir la durée de libération de la place et la réaffecter à un bateau de passage. L'idée étant l'intérêt majeur de cette opération. Donc d'avoir le moins souvent finalement de places libérées qui ne soient pas occupées, sachant qu'on a toujours une... Il faut vraiment optimiser les places et pour ça je pense que ce système qui est encore à l'état d'expérimentation, tout à fait. Il va être installé la semaine prochaine sur le port, mais je pense que on aura une solution adaptée d'ici très peu de temps. Donc Laura, toi tu es cofondatrice de Optici. Du coup, fort de cette rencontre-là, ça a aussi permis peut-être d'affiner une première expérimentation par rapport à la solution que vous étiez en train de mettre en place. Comment tu peux exprimer du coup cette solution que vous êtes en train de développer pour le port de Port-la-Forêt? Oui, en fait, Frédéric a très bien fait l'introduction, merci. Samuel est à l'œuvre effectivement aujourd'hui pour développer l'installation, et donc du coup c'est moi qui suis là avec vous aujourd'hui. Effectivement, en fait, nous, notre objectif avec Optici, c'est vraiment d'apporter en temps réel des informations qui sont pertinentes pour optimiser véritablement la gestion, mais aussi la sécurité en fait du plan d'eau et des quais, donc plus largement de l'infrastructure portuaire. Et donc pour ça, en fait, Frédéric l'a très bien dit, ça passe par l'installation d'une caméra en fait qui capte en fait un certain nombre de données, et grâce à l'intelligence artificielle, on est capable d'analyser ces données-là et de les restituer de manière intelligente pour le coup, pour optimiser justement les flux, l'activité, etc. quoi. Alors, quel type d'informations justement sont assimilées via l'intelligence artificielle dans ce système qui va devenir un système automatisé pour envoyer une info? Quelles sont les infos que préalablement on lui donne quelque part à manger, si je puis le dire comme ça? Ouais. En fait, les informations qu'on lui donne à manger, elles vont être captées par la caméra, et elles peuvent être de plein d'ordres différents en fait. Donc tout dépend de ce qu'on a envie en fait de faire avec. Donc typiquement en fait, si c'est on le voit sur l'image là, si c'est identifier effectivement les places qui sont occupées ou disponibles, ça va être simplement de regarder si un bateau est présent ou pas. On peut aussi imaginer qu'aujourd'hui, il y a des vols de moteurs hors-bord qui sont assez importants. Ça peut être d'identifier si le moteur hors-bord, à un moment, il est là et à un autre moment, il a disparu, typiquement. Mais ça peut être, comme l'a dit Frédéric, de compter les bateaux entrées et sorties du port. Ça peut être identifié si c'est un bateau visiteur ou si c'est un bateau résident. Et à partir de là, enclencher en fait, un accompagnement un peu différent pour positionner les bateaux, pour accueillir au mieux et au plus vite l'ensemble des acteurs qui se présentent, quoi. Donc l'information en fait captée dépend de ce qu'on a envie d'en faire, quoi. C'est ça. Est-ce que du coup ce système amène à se poser quelques questions en matière de protection de l'information? C'est-à-dire qu'on touche à un moment aussi à des données peut-être un peu personnelles quand on référence le bateau appartient à quelqu'un. Est-ce que ça entraîne des questions un petit peu comme ça de propriété d'information à un moment? Oui, bien sûr, en fait, et on fait très attention à ça. Je crois que
avec le mythe de l'intelligence artificielle, on n'a pas le droit justement d'accentuer en tout cas la défiance qu'il peut y avoir par rapport à ces technologies-là. Et donc on prend un grand soin de faire attention au traitement des données. Ici, en fait, dans le cas du port de plaisance et dans le cas d'Optici, on ne traite pas l'individu, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller reconnaître un visage ni quoi que ce soit. Donc on est principalement en fait sur des données factuelles qui concernent le bateau ou la zone portuaire. Mais aujourd'hui, on ne capte pas d'autres données que ne pourrait le faire le port autrement, quoi. C'est ça. Alors, est-ce que ton équipe commence à avoir peur, Frédéric, sur le fait de devoir substituer l'homme par la machine et par la technologie ? Non, je pense qu'on n'en est pas encore là. Nos agents sont tous, d'une part, polyvalents, c'est-à-dire qu'ils ont tous des missions différentes et complémentaires. Donc, on a des métiers comme les grutiers, comme les agents portuaires, mais ils ont tous une spécificité, mais ils peuvent se rabattre sur d'autres métiers. Donc, en fait, non, il n'y a pas de concurrence. En fait, on est sur une complémentarité. Bien sûr. Et donc, il faut plus le prendre comme une aide, plutôt que comme quelque chose de néfaste. D'accord, super. On va passer à la course au large, peut-être avec toi, Olivier Douillard, à IM45. Donc toi, tu es sur ce sujet de l'analyse des données depuis déjà très très longtemps, avec un travail déjà depuis pas mal de temps aussi, auprès de Gitana notamment. Donc toi, l'analyse de la donnée, c'est quelque chose que tu intègres déjà depuis longtemps, avec certainement une évolution aussi dans les masses et dans les volumes de données à traiter. Comment est-ce que tu intègres justement aussi ces notions d'intelligence artificielle par rapport à ton métier qui a toujours été celui du traitement de la donnée et donc du numérique ? Comment tu fais la différence ? Comment tu vois l'évolution aussi de ce métier dans lequel tu es depuis des années ? Alors effectivement, enfin, le déclencheur d'M45, ça a été ça, c'est-à-dire que la course au large a vécu un vrai saut technologique en termes de pratique, avec l'arrivée notamment des foils, mais aussi avec l'arrivée de systèmes embarqués d'instrumentation qui ont été très bien acceptés par le milieu. Et en fait, comme dans différents milieux, on s'est retrouvé un peu poussé par le volume de la donnée. Alors pour nous, le volume de la donnée, il est double, c'est-à-dire que ça peut être la fréquence d'acquisition, parce qu'on parle de données de capteurs. Donc historiquement, on était sur des données qui étaient à 1 Hz, donc toutes les secondes, on avait un certain volume. Et aujourd'hui, il y a des technologies comme les centrales inertielles ou comme le développement de la fibre optique, dans lequel on mesure en fait en temps réel la déformation du composite. Là, on fait de la haute fréquence, parce qu'on travaille sur du dynamique. Et donc là, il faut attaquer du 30, 50, voire 100 Hz. Et donc le volume de données, il a explosé complètement. Donc tout ce qui pouvait être les outils métiers, le traitement métier, il était un petit peu caduc. Et le deuxième aussi facteur de volume de données, c'est qu'aujourd'hui, notre terrain de jeu, surtout avec les bateaux qui vont de plus en plus vite, c'est la baie de la Forêt pour les entraînements, il y en a beaucoup. Mais c'est aussi l'Atlantique et c'est aussi le Tour du Monde. Et aujourd'hui, le retour d'expérience de ces grandes courses-là, qui sont les courses quand même dimensionnantes pour les architectes, mais aussi pour le monde, enfin au niveau économique, c'est quand même ça qui tire vers le haut et qui tient notre secteur économique. Ce retour d'expérience live, on va dire, le vrai retour d'expérience, il était quand même assez faible parce qu'il n'était pas accessible. Et donc l'enjeu, effectivement, c'est se développer de nouvelles pratiques qui vont rendre accessible de l'information qui va être qualifiée et donc accessible à tout type de public, c'est-à-dire et pas seulement à des personnes qui sont susceptibles de traiter eux-mêmes de la donnée. Donc le challenge, il est double, il est à la fois d'extraire d'un gros volume de données des données pertinentes, donc pas seulement de la donnée, mais surtout des événements, donc détecter des événements qui font sens, et puis d'un autre côté, rendre accessible en fait à tout type de personnes, à tout profil de personnes, de l'information hautement qualifiée, hautement technologique. Donc c'est cette rencontre des deux, et au final, on se retrouve souvent avec Franck sur la notion d'apprentissage, justement, même si on parle de haute technologie avec des données très très qualifiées et très techniques, avant tout, c'est comment on apprend de ces données-là. Et quand je dis apprend, c'est un groupe qui apprend, et donc avec des profils à la fois de compétences, de connaissances et des profils généraux complètement différents. Donc en fait, l'intelligence artificielle, pour moi, elle est à la fois d'en donner une liberté d'accès à de la donnée hautement qualifiée, et à la fois d'extraire de données très profondes, très profondes, pouvoir ressortir des données très qualifiées pour pouvoir justement permettre une accessibilité et un apprentissage et un développement de la connaissance de nos bateaux. Et dans nos cycles courts qu'on parle, donc on fait de l'amélioration permanente, on fait des petits cycles de développement, et c'est là où il faut qu'on soit très agile, très réactif, et qu'on amène de l'information très accessible qui puisse permettre des prises de décision très rapides
et qui s'intègrent tout de suite dans les process de développement des bateaux, qui ont des cycles de développement au final assez courts, très courts même. Et aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur de ce. Ce qui est intéressant dans ton métier d'aujourd'hui, c'est aussi de voir que finalement, derrière le mot de la donnée, il y a la donnée factuelle qui se résume à quelques combinaisons de chiffres, on va dire, et puis il y a la donnée qui finalement est peut-être même pas de l'intelligence artificielle, mais de l'intelligence émotionnelle finalement. C'est comment l'écosystème rentre aussi en compte quand tu es sur de l'analyse de ce type de données qui ne sont pas toujours que des données météo, et même si là on fera un lien, puisque la donnée météo telle qu'on la connaît elle-même intègre des logiques d'intelligence artificielle, on fera le lien avec Yann. Mais du coup, toi, c'est ça aussi que tu es en train de traiter actuellement, c'est de la donnée qui finalement répond à des facteurs même émotionnels parfois dans une équipe. Oui, in fine, c'est le cas d'usage, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de la donnée. Donc pour nous, c'est prendre une décision avec une meilleure connaissance à la fois de l'écosystème, de l'environnement du bateau et des priorités actuelles du bateau. Et cette prise de décision, elle intègre aussi la notion de sensation, c'est-à-dire un des premiers capteurs, ça reste l'humain qui est à bord, qu'on peut appeler un opérateur sur n'importe dans l'industrie. Mais pour nous, cette sensation, elle doit faire sens avec des faits chiffrés, avec des données de capteurs, qui vont amener en fait un aspect factuel à une sensation. Ouais. Et c'est cet échange permanent qui va permettre en fait de prendre les bonnes décisions et in fine de faire évoluer dans le bon sens et dans l'objectif qui a été défini avec l'équipe. Ce que tu appelles toi souvent la data conscience, là où toi tu parles de pratique plus connaissance égale compétence au carré, on essaye d'assimiler au fur et à mesure le nouveau vocable. Et c'est vrai que dans les données, il y a celles de la météo en l'occurrence, qui font partie des données importantes. Et toi Yann, du coup, au niveau de Sportriser, c'est effectivement un sujet sur lequel vous êtes aussi positionné, sur lequel vous avez développé une expertise assez pointue. On en a eu besoin assez vite, parce que c'est vrai que le métier de Sportriser, c'est la commercialisation d'activités outdoor. Donc tous les univers de la pratique outdoor. Et dans cet univers qui est en B2B ou en B2C, on s'adresse à des professionnels d'abord, qui vont mettre à disposition de l'activité en extérieur. Et derrière, il y a tout un environnement qui est assez complexe, que ce soit dans la pratique d'un sport ou dans la pratique pour se rendre à la pratique du sport. Et c'est notamment dans Sportriser, on a une verticale météorologique qui va venir les aider pour à la fois organiser leur planning, leurs agendas, faire en sorte que l'expérience utilisateur soit optimale. Et derrière, de mon côté, pour améliorer cette notion de météorologie ou cette qualité, on va dire, météo, je fais très vite... on a fait très vite tête sur l'intelligence artificielle pour nous aider, nous conduire, notamment à améliorer nos process. Donc à la fois sur le process d'amélioration, on va dire, de la prévision météorologique, comme j'ai essayé de vous le résumer là sur ce petit diagramme, où tout simplement on a un plafond de verre en météorologie, et la prévision parfaite, c'est de se dire je vais sur un support quel qu'il soit, en extérieur, et les prévisions sont exactement au rendez-vous de ce qui était prévu. Ça, on le voit tous aujourd'hui dans nos médias, c'est les prévisions que l'on a mises à disposition par nos centres nationaux comme Météo France ou des centres européens ou des centres, on va dire, privés. Donc on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui font de la prévision météorologique. Donc ces gens-là vont nous mettre à disposition des informations de prévision. Mais ce n'est pas facile, je dirais, ce petit gain qui nous éloigne de la prévision parfaite, il n'est pas facile à atteindre. Et étant moi-même, on va dire, acteur en prévision de modélisation météorologique, je le mesure très bien. Donc pour gagner ce fameux petit écart, soit on met beaucoup de moyens, on va dire, techniques et économiques pour y arriver, mais bon, est-ce que c'est le process d'une petite entité? C'est pas forcément là où on est le plus réactif et le plus agile. Et par contre, en utilisant d'autres biais qui sont l'intelligence artificielle, on va essayer de s'appuyer dessus pour gagner ce petit écart, ma foi, de le diminuer le plus rapidement possible. Pas forcément sur l'échelle de la prévision météorologique où l'on voit de 0 jusqu'à 10 jours, mais sur la phase de pratique qui est pour nous le 0-2 heures. Et le 0-2 heures, avec une intelligence artificielle bien tunée, on arrive à des choses où finalement l'expérience utilisateur, c'est de se dire on m'avait prévu de la pluie, il pleut. Et on m'avait prévu du soleil, il y a du soleil. Alors que la prévision météo me donnait l'inverse. Vous voyez, c'est ça, cette notion d'intelligence artificielle que l'on fait rentrer, nous, dans nos process au niveau de Sportriser. Et c'est là que j'essaye de vous le montrer, c'est-à-dire que l'IA, elle a plusieurs connotations. On peut être en supervision humaine, c'est-à-dire où c'est typiquement moi qui vais superviser la machine pour progressivement la lancer dans les bonnes voies d'apprentissage. Quand je suis en train de dormir, c'est une supervision machine qui est en automatique, alors avec des différents process et différentes contributions qui sont sur du traitement d'image, des schémas neuronaux, il y a toutes sortes de choses. Et après, ça peut être, on a des pistes que l'on voit très bien d'ici 1 an, 2 ans, que l'on va certainement dérouler avec des partenaires chez nous, où c'est la contribution, c'est monsieur tout le monde en fait, on est tous des capteurs, donc ces capteurs, on va essayer de les mettre à contribution. Donc on en reparlera, mais plus tard ça. Oui, c'est ça, d'accord.
Est-ce que tu veux que j'aborde la suite? Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle la méthodologie de l'IA, c'est-à-dire c'est la conception de comment je vais faire fonctionner mon moteur. Après, ce moteur, une fois qu'il est en place, c'est tout simplement le faire tourner, c'est-à-dire on va le lancer, on va l'entraîner, voir un peu quelles sont ses restitutions, et à partir de là, c'est la prévision, c'est-à-dire de me donner une prévision météorologique, ce que j'appelle la prévision parfaite. Et à partir de là, si c'est bon, pas bon, j'ai des biais, j'ai des erreurs, je refais un tour géré de cycle en lui faisant de l'apprentissage sur ces erreurs, et je reviens sur la phase 1, qui est tout simplement la conception du moteur. C'est-à-dire je utilise mes biais ou mes erreurs pour revenir sur l'étape initiale. Et après, je stocke ce que j'appelle de la data room, c'est-à-dire je stocke des data en météorologie cette fois-ci, non pas comme Olivier où je fais de l'enregistrement, mais je produis de la data. Et ces data, en fait, je les constitue en nuages de connaissances, et ces nuages de connaissances, je m'appuie à chaque fois dessus pour essayer de faire en sorte, au final, sortir soit une prévision de température ou une force de vent ou un champ de vent qui soit dans la bonne direction avec la bonne force. C'est ça l'objectif, en fait. Alors, attention, toujours 0,2 heures. Au-delà des 2 heures, après on repart sur les modèles météorologiques et là c'est encore autre chose. C'est ça. Et tu avais une troisième. Là je me suis amusé en fait sous cet angle-là, c'est de regarder la prévision, on va dire ce qu'on appelle la prévision classique en météorologie, c'est-à-dire la bonne prévision heure par heure ou toutes les demi-heures, parce que maintenant on est à quasiment toutes les demi-heures. Et ensuite c'est de voir ce que peut m'apporter l'IA par rapport à ce scoring que j'arrive à faire avec de la prévision météorologique. Et là, ma foi, il n'y a plus photo quoi, sur la tranche 0,2 heures, j'entends. Donc après, c'est un petit peu déconcertant, mais c'est génial. Oui, d'accord. Alors c'est là où du coup, je trouve qu'il y a un lien aussi intéressant entre ce que propose Sportriser et puis éventuellement l'apprentissage de la pratique nautique, c'est-à-dire qu'en fonction du temps changeant, est-ce que demain, c'est quelque chose qu'on peut intégrer aussi directement dans la notion d'apprentissage en e-learning? Moi, ce que j'adore, c'est le schéma juste avant. Juste avant, on va y revenir. Et il était encore. Pardon. Voilà, celui-ci, en fait, on est tout à fait là-dedans, dans l'apprentissage. En fait, on a d'abord la conception, c'est-à-dire on va imaginer comment on va apprendre. Donc, je reviens sur les sciences cognitives, c'est tout à fait ça. L'entraînement et ensuite, on va enlever prévision, mais plutôt réalisation. Et si on parle de la météo, c'est le problème numéro 1 de tous les plaisanciers aujourd'hui. Ils regardent la météo pour faire leur route ou leur sortie, et c'est un vrai sujet. Alors, à 2 heures, je ne sais pas encore si le monsieur, madame, tout le monde ont cette interrogation, mais en tout cas, pour certains, j'en fais partie, avec Maëlle, on regarde ce genre de choses. Mais oui, intégrer, de toute façon, plus on aura de données et plus ça facilite la pratique, et donc le plaisir, finalement, et plus ce sera évidemment intéressant pour nous. Mais comment intégrer maintenant ce genre de données au travers de ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur une application qui est très 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 loin de l'avancée dans lequel tu es, mais qui finalement, on voit bien une chose qu'on disait encore une fois avec Olivier, c'est que la techno est là. Maintenant, je trouve que l'innovation, elle est aussi comment on peut utiliser ces technos, les mettre en œuvre et pouvoir les mettre à disposition. Et je pense que c'est là où est le vrai sujet. Donc il faut y réfléchir, faire des brainstorming. On a prévu ça d'ailleurs. Mais c'est intéressant parce que c'est quand même un sujet qui nous rapproche aussi d'une attente finalement du consommateur qu'on est, parce qu'on sait bien qu'on est dans la consommation finalement de la pratique. Et donc en fonction effectivement des conditions, ça peut être aussi le bon moment pour partir faire de la voile ou surtout pas, et de rester peut-être privilégier une activité type paddle. Et est-ce que du coup ça, c'est aussi une donnée qui demain peut être attendue à l'échelle d'un port par exemple? C'est vrai que nous on travaille beaucoup sur le port du futur, sur les projections futures avec surtout la PPB, l'Association des ports de plaine de Bretagne. Donc on étudie plusieurs scénarios en fonction de l'avancée des technologies, particulièrement l'IA qu'on surveille avec attention. Mais c'est vrai que l'intégration par exemple des prévisions météorologiques avec l'IA, je pense que pour nous c'est aussi important de pouvoir l'intégrer dans notre gestion quotidienne avec nos usagers. C'est important aussi d'intégrer forcément la reconnaissance du bateau par la caméra, mais pourquoi pas à l'avenir avoir un port pas complètement, parce qu'on revient tout à l'heure, mais pas complètement géré par l'IA, mais en tout cas avec un suivi plus poussé, même je dirais sur le placement des bateaux. Après le paiement en ligne, il y a beaucoup de schémas envisageables, mais je pense que oui, le port de l'avenir
intégrera en fait toutes ces nouvelles technologies. Ces absolument. informations-là, quoi, d'accord. Ouais. Alors, je ne sais pas si on a quelques petites questions qui émergent du coup en régie. On peut en prendre une petite série si c'était le cas. Mais sinon, Laura, ça nous a amené aussi quelques réflexions quand on en a un petit peu parlé sur les notions aussi peut-être d'éthique autour de l'IA. C'est quelque chose qui te tenait aussi particulièrement à cœur. Comment tu vis, toi, avec l'intégration de ce type de technologie finalement dans les services que vous allez proposer? Ouais. Ah oui, en fait, l'éthique, la place de l'humain, en fait, c'est des discussions qui sont prégnantes. Et en fait, même si effectivement, pour moi, l'IA, c'est un outil, en fait. C'est une capacité, en fait, qui nous permet de faire autre chose ou de développer autre chose. Et donc, le port du futur, nous, c'est ce qui nous intéresse, voilà, c'est certain. Par contre, un port complètement supervisé par l'IA, oui. En fait, c'est pas comme ça que je le vois du tout. Pour la simple et bonne raison que l'humain, en fait, quand on regarde, c'est essentiel dans un port. Sans l'humain, en fait, on n'a pas cette chaleur humaine là, mais on n'a pas aussi les compétences de la même manière. Et en fait, pour moi, l'IA, il y a deux choses. En fait, c'est un outil d'analyse, on va dire de capitalisation de données, et un outil qui peut prendre des décisions. Mais en fait, quand on regarde ça, on reste dans le même paradigme de fonctionnement. Or, il me semble justement que l'IA nous permet de faire un saut en avant et de complètement apporter des renouvellements, des changements de fond. Et à mon sens, c'est là où l'humain est très important, c'est qu'il va falloir qu'on développe de la même manière que quand Internet est arrivé ou que les ordinateurs sont arrivés, on a développé des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Avec l'IA, il va falloir aussi développer ces nouvelles connaissances-là et compétences. Et ces compétences-là, à mon sens, ça va être des capacités de conception, c'est-à-dire la capacité à innover à partir des données complexes, nouvelles, etc., qui vont nous être communiquées. Et c'est comment, à partir de ces données-là, on peut entrevoir autre chose que ce qui nous apparaît aujourd'hui. Et en fait, ça suppose de faire évoluer un peu ces imaginaires, d'abord en lien avec la technique, mais aussi de la façon dont on voit le port, dont on le visionne, dont on le projette pour demain. Donc, à mon sens, c'est ça en fait qui est profond. Et je crois que la question de l'éthique là-dessus, elle est fondamentale, mais elle n'est pas telle qu'on la pose aujourd'hui. C'est-à-dire que l'éthique, on dit aujourd'hui, on voit classiquement les voitures autonomes. Alors, est-ce qu'il écrase le petit VO, est-ce qu'il écrase le petit jeune? Je ne crois pas du tout que ça soit dans ces termes-là que ça va se poser, ni même dans le cadre d'un bateau. Tout simplement parce que déjà, la question ne se pose pas aujourd'hui. En fait, les gens ne réfléchissent pas à savoir qui ils vont épargner ou pas. C'est l'ordre des fonctions réflexes. Et je pense que du coup, demain, c'est pas dans ces termes-là que vont se poser les questions d'éthique. En fait, on va basculer dans un autre paradigme. Et à mon avis, c'est ça qu'on va devoir développer comme compétence et développer des nouvelles visions pour accompagner ces changements-là. D'accord. Est-ce que toi, du coup, Franck, ces notions-là, tu penses que c'est aussi important que l'usager soit conscient à un moment que ce type de technologie rentre dans finalement les technologies que tu utilises, ou finalement, peu importe, l'idée c'est d'avoir... Ce qu'on entend souvent dans le monde de l'apprentissage, et je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, ou même ici autour de la table, vont dire on n'apprend pas à faire de la voile avec une vidéo, et c'est bien ce qu'on défend. Et donc, du coup, je répète souvent la même chose, on est plutôt dans une logique d'assistance. L'humain est toujours là et la pratique, elle est absolument nécessaire. Donc, comme on dit en anglais, c'est un must-have. C'est pas une option. Donc voilà, ce qu'il faut bien, c'est ça qu'on a un travail d'explication. On doit expliquer ces choses-là. Et une fois bien expliqué, quand on explique par exemple l'immersif aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, par exemple pour prendre en main une centrale nucléaire, on comprend tout de suite pourquoi l'intérêt d'avoir de l'immersif et de ne pas faire les tests en situation réelle et d'apprendre en situation réelle. Pareil pour l'avion, on voit mal mettre un pilote aujourd'hui aux commandes d'un avion s'il n'a pas simulé pendant des heures et des heures et des heures. Donc là, on ne se pose plus de questions, mais pour d'autres, évidemment, quand c'est nouveau, on s'en pose. Donc moi, ce que j'aime bien dire là-dedans, c'est qu'il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas en lutte contre ce que peut nous offrir l'intelligence artificielle, mais comment l'utiliser au mieux. Et nous, c'est ce qu'on défend. Et on pense que l'assistance aujourd'hui qu'on peut proposer pour apprendre à faire du bateau grâce, je dirais, aux capacités du numérique, qu'elles soient de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée ou autre, eh bien, je pense que c'est à prendre, mais il faut bien le faire et bien le présenter et bien l'expliquer. Théorie et pratique.
Oui, il y avait une question par rapport à la collecte des données justement au niveau portuaire, parce qu'on voit bien dans l'exemple qu'il y a plein de données qui sont collectées sur est-ce que le navire est là, pas là, la taille des navires, le type de navire, est-ce qu'il y a un moteur, etc. Et la question c'était comment était collectée la donnée, est-ce que la donnée était collectée jusqu'à présent? Si oui, comment c'était? Est-ce que c'était manuellement? Est-ce qu'elle était reportée dans un système d'information? J'en sais trop rien. Et du coup derrière, est-ce qu'il n'y a pas un peu un frein au changement? Justement, on revient un peu à l'aspect toujours appropriation, mais est-ce que derrière la mise en place des solutions et le côté un peu user-friendly, est-ce que c'est bien compatible avec les équipes qui vont utiliser ces données? Alors les données collectées actuellement sont stockées en fait dans un logiciel de gestion portuaire. Ça se passe assez simplement, qui est protégé par la CNIL. Donc là, il n'y a aucun sujet. Donc les données restent confidentielles, en tout cas actuellement. Et en fait, lorsqu'on va mettre en place l'expérimentation avec Optici sur le port de Plaisance, en fait, l'image qu'on va récupérer du bateau, elle ne sera pas enregistrée déjà. L'image sera, j'imagine, assez illisible pour un être humain. Je pense qu'elle sera très pixelisée. Et elle ne sera exploitable que par l'intelligence artificielle, en fait. Donc, il n'y a aucune... on ne garde absolument pas les images et ça restera tout à fait confidentiel. Voilà, donc en fait, actuellement, il n'y a aucun partage de données en fait, sur le navire à l'extérieur du port. Ok. Il y avait un autre sujet qui était intéressant aussi avec toi, Olivier. Du coup, c'était au regard justement de ces nouveaux outils que tu es amené à développer pour intégrer justement ce volume de données, où on se rend compte finalement que ce que tu as développé pour la course au large peut aussi rapidement intéresser d'autres milieux industriels. Donc, tu travailles aussi avec des gens comme Sanix et je crois que ça fera l'objet d'un autre atelier plus tard. Mais ça, c'est intéressant aussi de voir que finalement toutes les filières concernées par des données, finalement, tu peux trouver aussi des solutions qui répondent potentiellement à ce type de problématiques en intégrant des éléments venant du numérique et de l'intelligence artificielle. Où est-ce que tu en es dans tes développements? Alors oui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que moi, mon credo, entre guillemets, c'est les données de capteurs qui proviennent d'une machine. Donc la machine, ça peut être un bateau, ça peut être une chaîne de production, ça peut être une machine numérique, ça peut être un petit peu ce qu'on veut. Et en fait, le credo, quelque part, c'est que cette machine-là, elle a une histoire, elle a une expérience, et donc elle est vivante. Et on va essayer de retranscrire en fait sa vie pour pouvoir parler en fait à l'équipe de développement. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, moi, dans l'idée, c'est d'aider à amener de l'information à un groupe de personnes qui, lui, est complètement maître de ce qui va se passer et qui décide, en fait. Donc, elle est là pour aider à une prise de décision humaine. Ça, c'est un peu comme ça je l'entends. Après, je rebondis juste sur l'aspect autonomie. Il y a un domaine dans lequel, aujourd'hui, il y a une autonomie, et on a parlé de véhicules autonomes. Et effectivement, aujourd'hui, dans la pratique qu'on a principalement en France, d'ailleurs, on fait du solitaire sur nos bateaux. Oui. Donc s'il y a du solitaire, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pilote, il y a un pilote dans l'avion. Oui. Et donc on a des pilotes automatiques. Et cela, il y a énormément de développement sur les pilotes automatiques, ça c'est de l'embarquer. Et effectivement, là, l'intelligence artificielle va permettre d'améliorer en fait le pilotage de ces bateaux. En fait, le pilote va tendre vers quelque chose le meilleur pilotage humain, mais là où il va avoir énormément de gains, c'est qu'il va pouvoir le faire par tout type de temps, sur tout type de durée, et quelles que soient les conditions de mer, etc. Donc, là, ça amène quand même un besoin d'éclaircissement, Olivier, parce que tu es en train de nous casser tout le rêve là autour du Vendée Globe. Ne nous dis pas que toute cette course s'est faite de manière automatique. Et il va falloir que tu nous expliques un tout petit peu là en quoi il y a effectivement de l'intelligence artificielle et puis quand même que c'est quand même bien le marin qui mène sa course. Ah, je peux aller plus loin, mais d'ailleurs on entend souvent les pilotes automatiques. Sur le Vendée Globe, le skipper a donné un nom à son pilote automatique, donc c'est qu'il y a bien une raison. Il y a un lien qui est assez fort. Rassure-nous, c'est le marin qui fait la course, pas l'intelligence. C'est le marin qui fait la course. Alors la particularité, c'est qu'effectivement, faire le Vendée Globe, c'est, faut imaginer faire le tour du monde dans un 4x4 en regardant derrière, sans voir devant et en lâchant les mains, donc sans tenir le volant. Donc c'est à peu près ça le challenge de faire le Vendée Globe aujourd'hui. Et donc le rapport, effectivement, ça reste effectivement le marin qui va décider. Le pilote, il est là, lui, pour à un moment donné
conduire au mieux possible, mais ça reste le marin qui va prendre les décisions sur le réglage des voiles. Ça, il n'a absolument aucune assistance de ce côté-là. La seule assistance autorisée par les règles, c'est effectivement la conduite du bateau qui est nécessaire vu qu'on navigue en solitaire. C'est ça. Alors on a associé aujourd'hui surtout des entreprises sur le tour de table, entreprises toutes d'ailleurs en phase de croissance. Ça c'est intéressant aussi de voir la situation de développement dans laquelle vous vous situez les uns les autres. On n'a pas associé la recherche, alors c'est pas qu'on n'y a pas pensé, c'est juste qu'on trouvait qu'on était déjà assez nombreux. Néanmoins, vous êtes pour beaucoup d'entre vous déjà aussi en interaction avec la recherche. Toi Yann, tu travailles notamment dans le cadre d'une thèse actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ce que tu fais avec les labos ? Oui, tout à fait. Dans cette phase-là, en fait, dans ces constitutions de data ou de connaissances, l'idée, c'est de se dire, on peut produire beaucoup de data. On peut produire beaucoup de data, mais si on veut faire de la très haute résolution, c'est-à-dire quand je parle de très haute résolution, c'est aujourd'hui en météorologie, typiquement, on descend, la meilleure expérience, c'est 1 km de résolution par pas horaire. On peut descendre à 500 mètres toutes les 10 minutes. C'est ce qu'on a fait sur certains challenges de sportifs là, pour chercher de la haute performance. Mais au-delà de ça, si on veut faire de la modélisation météorologique, ça demande du temps et beaucoup de temps de calcul et donc mobiliser énormément de machines. Donc l'idée, c'est de le faire en post-traitement. Et on le fait tourner à vide, mais pas forcément sur une situation réelle. Et on enchaîne en fait des grosses séquences de data que l'on va stocker. Et là, en fait, le projet de la thèse, c'est de se dire, je prends un plan d'eau, on va pas citer le plan d'eau que l'on prend, mais on va prendre un plan d'eau et on va le triturer, on va dire, à 50 mètres de résolution, avec peut-être une sortie par pas de toutes les minutes. Et on va avoir, vous imaginez, la quantité d'informations qu'on peut avoir comme sur la rade de Brest. Donc toutes ces datas que l'on va faire, on va le faire sur l'ensemble des cadrans ou secteurs de vent et on va les stocker. Et après, ce que l'on va faire, c'est de se dire, si à l'instant T, je suis sur mon ponton et que j'ai 10 nœuds, globalement, comment est le vent à 50 mètres devant moi ? C'est ça l'expérience en fait que l'on va chercher à faire. Et pour nous aider, on va utiliser ce nuage de data que l'on a constitué avec une intelligence artificielle qui va superviser un petit peu la lecture de là où il faut aller chercher l'information ou la bonne information. Donc l'idée, elle est là en fait. C'est ça, théoriquement, qu'on se donne comme objectif au bout de, sur une thèse, on va dire qu'on part sur 3 ans. Mais l'idée, c'est quels sont les bons schémas d'intelligence artificielle à mettre en œuvre pour améliorer cette sortie, on va dire, parfaite du point qui est à 50 mètres. Alors, comme disait Olivier tout à l'heure, mais c'est à 50 mètres ou à 100 mètres devant mon bateau, qu'est-ce que j'aurai comme direction et force du vent ? Donc, on peut y aller de façon aléatoire avec un pilote, mais l'idée, c'est de donner au futur pilote la bonne information qui est devant à 50, 100 mètres, 200, 300 mètres. C'est ça mon objectif, parce que moi, je suis issu aussi de cet univers, on va dire, de la course ou de la compétition olympique. Je sais à peu près ce que l'on a envie. Donc, l'idée pour y aller, c'est peut-être avec l'intelligence artificielle. Il y a des belles choses qui existent dans d'autres univers autres que celui que le nôtre, qui est celui de la voile. On le voit, je pense, dans vos autres conférences qu'il y a eu cet après-midi sur le milieu médical, où là, on est sur le traitement d'images, mais c'est exactement pareil, en fait. Alors, on utilise tous ces univers pour y aller. Voilà. Donc moi, je ne vais pas tout seul, je ne suis pas chercheur non plus. Donc, ça amène aussi une question qui est celle finalement des réseaux de communication, puisqu'effectivement, plus on est appétent sur ce type d'informations, plus il faut aussi qu'on soit en capacité de les avoir et de les recevoir potentiellement. Et c'est un sujet dont on a déjà parlé aussi, puisque toi, tu as trouvé la solution pour que finalement, même si on est en mer, on arrive quand même à avoir ces informations à disposition. C'était un de nos critères, je dirais, majeurs pour l'app. En tout cas, on a développé une app qui est donc utilisable par nos apprenants, et donc on est online et offline. Donc c'est-à-dire le offline, on précharge des codecs sur une tablette ou sur un smartphone, et on peut visionner une vidéo, même si elle fait 100 mégas, on peut quand même la visionner, sans charger pour autant les 100 mégas sur le portable. Et le offline, évidemment, quand on est en mer, sans réseau, c'était une évidence pour nous. Donc il fallait absolument que cette app puisse répondre à cette obligation, et c'est très apprécié par nos apprenants, qui, une fois en mer, du coup, peuvent revoir une dernière fois en équipage la manœuvre, faire un empannage, on regarde l'empannage ensemble, et on fait la manœuvre en toute sécurité. Voilà, donc oui, pour nous, c'était vraiment intéressant d'avoir ce genre d'application. Ouais. D'accord. Tu es capable du coup de leur donner une information qui, une fois qu'ils sont partis en mer, rencontrent le gros temps et c'était pas prévu, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, nous, on n'en est pas là. Ok. On n'est pas là, il va falloir parce que c'est la panique, la grand voile, qu'est-ce que je fais de la voile ? Ça paraît simple, mais c'est très complexe. Et puis tu évites des situations de panique quand même, peut-être aussi un petit peu. Mais... Oui, alors nous, on est dans la prévention. On prépare le pire pour vivre le meilleur. Et donc c'est ça l'apprentissage, on est là pour dire, voilà, dans cette situation-là, vous pourriez rencontrer, en tout cas cette situation,
Voilà ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, la prise de riz, tout le monde sait de quoi on parle, mais voilà, quand on y est préparé, qu'on s'y est entraîné plusieurs fois, par petit temps, sans qu'il y ait besoin d'ailleurs de prendre un riz, mais quand ça arrive et que ça monte réellement et qu'il faut prendre le riz, on a tous les bons réflexes. Donc nous, c'est pour ça, je disais tout à l'heure, on parlait de l'immersif, mais pour nous, l'intelligence artificielle, tout ce qui est en lien direct avec le numérique, nous, on est dans l'entraînement. L'idée, c'est de s'entraîner le plus possible pour réussir au mieux dans la réalité. Voilà. Et donc le offline, pour nous, c'était une évidence. On navigue tous et dès qu'on fait, je sais pas, 10-15 000, ça y est, on a déjà des problèmes de réseau si on est loin des côtes. Enfin, un petit peu plus loin, mais voilà. Toi, Olivier, effectivement, dans l'information aussi que tu donnes à une team, tu es toujours sur de l'analyse a posteriori, tu n'es pas encore sur l'analyse un peu de temps réel et l'information justement au moment de la course. Alors, il pourrait y avoir des propositions en temps réel, des propositions, mais pour ça, il va falloir bâtir, en fait, quelle est notre référence, quel est le mode d'utilisation du bateau, en sachant que chaque bateau est vraiment spécifique. Et il y a vraiment une relation très étroite entre un type de bateau, même parmi une classe de bateaux, et chaque personne qui peut utiliser le bateau différemment avec des résultats qui peuvent être tout à fait similaires. Et c'est précisément là qu'on parle d'intelligence artificielle, sans doute. Alors, en fait, ce qu'on va chercher d'abord à faire par entraînement, donc en fait, à la fois on peut entraîner un modèle et à la fois on peut entraîner la personne à être confrontée à des éléments qu'il n'avait pas l'habitude de voir et qui vont faire sens à chaque fois, qu'il va pouvoir faire une expérience et la mettre en relation avec ses sensations et son comportement. Parce qu'en fait, l'objectif, après, c'est lui quand même qui va décider de la manière dont il reproduit la meilleure façon de faire avancer son bateau. C'est pas une machine qui va lui dire tu fais ça, 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 je règle comme ça. Puis... Alors on peut le conseiller. Donc on va mettre en place un ensemble de repères qui va pouvoir lui dire dans cette situation-là, oui, il faudrait utiliser ça, ça, ça. Sauf qu'on sait aujourd'hui, et là on s'approche de la météo, c'est que les conditions météo sont toujours différentes. Ah oui. Que le vent, qui est le facteur de propulsion du bateau, en fait, malgré une mesure, il peut être complètement différent, il peut être absent par l'état de la mer. Et donc, en fait, il y a toujours une interprétation humaine qui va intervenir pour faire ses choix entre de la connaissance qui a été développée à la fois en apprenant avec une machine et à la fois par la relation homme-machine qui va développer sa propre expérience à ce moment-là et qui va pouvoir l'appliquer. Donc en fait, in fine, la décision, c'est un opérateur qui la prend, c'est le marin qui la prend, et c'est lui qu'il va falloir entraîner pour justement avoir des points de repère. Et c'est pour ça qu'on est sur des petits cycles, et donc chaque expérience doit être valorisée, on doit le confronter à des événements qui font sens pour lui, et on développe une connaissance, des repères qu'on met en temps réel, et c'est sur ces repères-là que l'opérateur après va pouvoir faire. Là, un des aspects sur lequel on n'est pas encore, où effectivement j'aimerais bien aller, c'est sur la partie apprentissage, donc là d'intelligence artificielle, mais apprendre en fait en limitant ce qui permet de l'action par le navigant. C'est-à-dire qu'on peut apprendre de tous les capteurs qu'il y a dans le bateau, et après il y a un certain nombre de capteurs sur lesquels l'homme a une possibilité d'action. Et donc être capable de pouvoir apporter de la connaissance, notamment de la priorité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le paramètre le plus impactant aujourd'hui par rapport à cette bonne ou cette mauvaise performance. Et ce paramètre-là, en fait, il change en fonction des conditions de vent, de l'état de la mer, de la configuration du bateau, de plein de choses. Et par contre, être capable de l'alerter sur le paramètre le plus impactant sur sa performance. Et après, ça reste au navigant de prendre la décision et puis de l'adapter ou pas, et puis de faire le test en temps réel, en sachant que nous, notre référence, elle est basée sur des mesures de vent, sur une condition de vent. Et ces conditions de vent ou de mer qu'on ne mesure pas encore. Enfin, on n'a pas aujourd'hui un indicateur d'état de la mer qui soit vraiment fiable. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Oui, j'allais te demander aussi. Est-ce que c'est précisément là-dessus que tu peux aussi travailler de la recherche, des labos avec Alors effectivement, là aujourd'hui j'ai effectivement un docteur et un de ses sujets c'est effectivement de travailler sur l'état de la mer. Car aujourd'hui on mélange dans la mesure du mouvement des bateaux à la fois le mouvement du bateau, l'impact du vent et puis la mer. Donc ça c'est un gros et beau sujet qui pourra faire avancer
Et est-ce que c'est assez facile, entre guillemets, de passer effectivement de ce niveau de travail finalement R&D, hein, tu parles d'un jeune docteur finalement, donc de la recherche, dans la transposition ensuite de cet outil qui va servir l'apprentissage de ceux qui vont être amenés à piloter le bateau, mais ça peut être vrai demain aussi sur le pilote d'une grosse machine industrielle, d'une industrie agroalimentaire. Est-ce que le transfert justement de toutes ces connaissances à l'échelle du numérique et de l'intelligence artificielle se fait assez facilement? Comment ça se passe? Alors, ouais, là, je pense qu'il y a un gros enjeu parce qu'aujourd'hui, on est tous confrontés à une nouvelle pratique numérique. Donc, on est tous habitués à avoir un petit téléphone et à tout faire. C'est plus un téléphone, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais on fait tout avec ce petit objet. Et en fait, quand on est dans un domaine très technologique, ces nouvelles pratiques-là ne sont pas forcément intégrées et disponibles. Ce qui crée en fait un problème d'accessibilité et d'adhésion de la personne parce que ça devient très contraignant en fait, d'accéder à l'information, de la mettre en œuvre, de comprendre ou de faire réagir ou d'interagir. Et je pense qu'on doit aller vers intégrer en fait, les nouvelles pratiques qu'on a dans la vie de tous les jours à des systèmes mécaniques complexes, mais pour lesquels on doit interagir de la même façon. Parce qu'aujourd'hui, la pratique, elle est là, et surtout l'adhésion, elle est là. Et donc, il faut à la fois ramener et apprendre des données pour remonter de l'information qui soit vraiment qualifiée et qui fasse sens, mais à la fois, il faut vraiment changer les pratiques d'accès à la donnée. Et clairement, dans la course au large, aujourd'hui, nos outils métiers, en termes d'accessibilité, c'était pas ça, c'est pas ça. Et donc, c'est une première transformation qu'il faut faire pour changer les outils qu'on utilise. Et après, on va pouvoir effectivement amener de l'information qualifiée et créer de nouvelles pratiques. Mais l'accessibilité et le moyen d'accès à la donnée, je crois que Franck a parlé tout à l'heure un peu de l'exemple de Siri et tout. Oui. Effectivement, même si la donnée est très pointue, quelqu'un qui n'est pas scientifique doit être capable, en interrogeant les données, de chercher l'information qui pour lui fait sens. Donc moi, je me vois bien interroger la donnée. Par contre, je ne veux pas que l'intelligence me parle, mais moi, je ne lui parle pas. Et toi, Laura, où est-ce que vous en êtes au niveau d'Optici, justement dans l'appropriation aussi de ces connaissances-là, et puis dans le développement des solutions vis-à-vis, là, pour le coup, de l'utilisateur final? Oui, en fait, nous, on a les 3 volets. On a la recherche, parce qu'on a aussi un jeune docteur qui a rejoint l'équipe. On est dans l'innovation, parce qu'on réfléchit au port du futur et avec ce que ça engage, à une vision moyen-long terme. Et on est dans le développement, parce que, justement, en fait, on applique en fait, les résultats de la recherche et de l'expérimentation sur nos modèles pour les rendre opérationnels et utiles, quoi. Donc, moi, si je peux rebondir, en fait, parce que j'aime beaucoup, en fait, Olivier quand il parle, parce que, en fait, il y a le lien. En fait, il fait le lien entre l'homme et la machine. Exact. Et en fait, on sent ce lien, on sent cette relation. Et je crois qu'en fait, une des choses en fait qu'on doit comprendre, c'est que la technique, elle ne s'oppose pas à l'homme. D'ailleurs, on parle souvent de technologie, et technologos, c'est le discours qu'on porte sur la technique. Donc déjà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on porte un discours sur quelque chose. Et cette technique-là, en fait, elle ne s'oppose pas, elle est là pour être en complément. Et avant, le développement des outils, ne serait-ce que pour l'agriculture, etc., c'était le prolongement de la main. Enfin, on est dans une vraie relation, en fait, à l'outil, ça nous permet de nous nourrir, etc. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, en fait. On doit continuer et changer notre vision, en fait, ou en tout cas les imaginaires qui font peur, pour créer cette relation-là à la technique. Et je crois que dans les compétences qu'on doit développer en lien avec l'IA, et du coup des compétences humaines, c'est d'être capable de saisir, en fait, ce qu'elle nous donne à voir. Et en fait, c'est exactement ça. Les skippers, quand ils rentrent du Vendée Globe, ils disent des fois on prend des décisions qui ne sont pas rationnelles, entre guillemets, mais on a le feeling avec le bateau. On connaît la technique, on la vit, en fait. La data conscience chez Olivier. Et oui, et en fait, c'est vraiment ça, en fait, je crois, avec lequel il faut renouer, quoi. Et à mon avis, ça passe par un ancrage, vraiment, quoi. La technique, la data, elle est là pour nous accompagner, quoi. Il faut juste apprendre à négocier, en fait, ce qu'elle nous apporte comme nouvelle façon de voir les choses, comme nouvelle data, comme... Voilà, nouvelle info. Ouais, je rebondirais juste sur quelque chose. C'est effectivement, on parle d'IA et moi je dis des fois c'est un peu ça fait des gros mots parce que ça part dans un imaginaire qu'on ne sait pas trop où ça va chez tout le monde. Mais en fait derrière il y a une notion avec la donnée qui peut être nouvelle. C'est-à-dire que
il faut développer la notion de stratégie. C'est-à-dire que des personnes qui vont interagir avec de la donnée, il faut qu'ils aient une notion de stratégie. C'est-à-dire aimer la stratégie, aimer le jeu avec les données, aimer comprendre. Et ça peut, dans certains domaines, être un changement de paradigme assez complet. On n'est pas juste spectateur, en fait, on devient acteur de quelque chose. Et c'est pas vrai que la machine va nous donner tout, ou même l'intelligence artificielle va nous donner la solution. Ça, c'est pas, ça je ne pense pas. Et donc, il faut développer, et donc on parle de la relation de l'homme avec la machine, mais pour que l'homme puisse vraiment se servir du potentiel d'une machine, il doit développer une notion de stratégie, de culture de la stratégie. Et ça, c'est vraiment quelque chose à développer de manière assez large. Et en fait, c'est du jeu, quoi. Mais ça fait sens, hein, puisque on voit bien que ça reste un outil au service finalement aussi d'une gestion, puisque toi, c'est typiquement à ça que te sert finalement ce type de solution. Donc, mettre en place une stratégie pour une finalité effectivement de gestion d'un espace portuaire. Comment toi, tu te situes justement par rapport à ces différentes technologies? J'imagine que l'enjeu pour toi, c'est d'avoir un outil fonctionnel et qui accomplisse finalement le service pour lequel il a été créé. C'est vrai que c'est un peu difficile à appréhender parce que nous, on est beaucoup dans le concret, hein, dans l'exploitation portuaire. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle, pour nous, c'est un domaine un peu obscur pour l'instant. En tout cas, ça l'était pour moi aussi il y a quelques temps, je ne vous le cache pas. Mais je pense qu'on va rentrer de plein pied en fait, hein, dans ce port du futur. Il faudra l'intégrer à l'avenir, très certainement. Mais c'est vrai que concrètement, sur un port de plaisance actuellement, voilà, on est sur des tâches quotidiennes, sur des actions répétitives. Et l'intelligence artificielle n'est pas tout à fait, voire pas du tout, rentrée encore dans nos préoccupations. Ou est-ce qu'elle peut l'être sans qu'on en soit peut-être conscient finalement aussi dans les solutions qui sont proposées? Elles sont peut-être quelque part... Alors elles existent très certainement, mais peut-être qu'on n'en a pas conscience encore. Hein, donc j'imagine que c'est le cas, particulièrement pour les systèmes d'évolution sur la météorologie, hein, particulièrement. Maintenant, j'espère bien qu'avec Optici et le développement à venir, on va rentrer plein pied en fait, hein, dans cette intelligence artificielle. En tout cas, voilà, Port-la-Forêt se place comme un port aussi d'expérimentation, hein, sur ces nouvelles technologies. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi saisir la balle au bond et puis en profiter pour pouvoir créer, comme le disait Laura, le port du futur. Donc c'est intéressant, c'est une brique aussi, hein, qui s'inscrit dans une logique un peu de développement de services un petit peu plus large encore que celui qu'on vient d'évoquer, avec du coup l'importance aussi d'une bonne liaison numérique sur les ports. Ça va être un vrai sujet, ça, dans les temps à venir. On est sur une période aussi de dématérialisation, hein, donc on est sur une transition écologique, énergétique également. Hein. On en a beaucoup parlé avec Finistère-Mervan. Donc je pense que voilà, toutes ces nouvelles technologies sont bonnes à prendre et serviront à une construction commune sur les ports de plaisance. Alors, on n'a pas fait de petite pause depuis quelques temps pour savoir si on a des questions qui apparaissent en régie, mais il ne faut surtout pas hésiter à les exprimer, en tout cas sur nos trois sujets là, qui sont un petit peu élargis. Hein. On a aussi évoqué le transfert vers les milieux industriels. Et puis j'ai oublié de saluer d'ailleurs quelqu'un qui aurait dû être parmi nous aujourd'hui, mais qui était retenu, c'est Christophe Messager de la société Exwex, hein, qui serait aussi intervenu sur la notion de gestion un peu météo. Alors avec lui, j'ai eu un sujet très intéressant auquel je ne m'attendais absolument pas. C'est jusqu'à la taille de la goutte d'eau de pluie. Donc c'est vraiment des choses intéressantes aussi, et quand on est après dans un métier comme l'aéronautique, c'est vrai que ça fait sens. Donc ça peut aller très loin, et je dois dire qu'au quotidien, on n'est vraiment pas conscient de tous ces travaux sur lesquels les uns les autres peuvent être amenés à travailler en intégrant des connaissances comme celle de l'intelligence artificielle. Donc je voulais le citer, on a une petite pensée pour lui aujourd'hui, il aurait dû être avec nous. Mais du coup, toi Yann, de toute façon, tu es aussi amené très souvent à travailler avec Christophe sur ces données aussi de la météo. On se connaît très bien et on échange. J'imagine. Et Christophe est très pointu sur effectivement le traitement des images, le traitement de l'image satellite dans sa globalité. Il a toute une chaîne de traitement avec son équipe sur Exwex et il est très performant sur la vitesse de déplacement des particules, comme tu l'as évoqué, et finalement de restituer à l'avant des bateaux. Et il a fait de très très belles choses, notamment pour les Néo-Zélandais sur la dernière Coupe de l'América. Donc effectivement, il y a une très bonne... on est sur des chemins qui sont convergents. On n'échange pas forcément au quotidien, mais on sait... quelque part, on sait à peu près les chemins que l'on emprunte. Donc oui, c'est marrant de savoir que sur la pointe Finistère,
On est quelques-uns à évoluer sur ce segment très très pointu de la voile et de la compétition. Tout à fait. Oui, oui. Est-ce que les uns les autres avaient découvert aussi peut-être des spécificités dans vos différents métiers et sur lesquels finalement les uns et les autres avaient aussi des briques un petit peu de réponse? Alors, je sais qu'Olivier et Franck échangent souvent, on voit bien, entre la pratique nautique, la course au large et la notion d'apprentissage. Toi, tu étais un petit peu dans ces métiers-là. Ça t'aide aussi, j'imagine, pour... Ah oui, moi, je viens du monde de l'apprentissage. Ça fait 25 ans que je suis dedans, donc dans le monde privé, dans des groupes du CAC 40, pour ne pas les citer. Mais voilà, donc la problématique en entreprise est la même, en fait. Que là, je parle de monsieur, madame, tout le monde, donc les plaisanciers. Alors, je ne parle pas évidemment des coureurs de course sur l'âge qui, à mon avis, n'ont pas grand-chose à apprendre sur ce que nous proposons en B2C, mais peu importe, l'idée, encore une fois, elle est... Encore que, on voit du transfert de foiler, bateau volant à la course au large, arriver sur du foiler de bateau de plaisance, oui. Ça va arriver. Non, mais justement, ça descend plutôt que ça monte, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est plutôt eux qui nous disent vers où il faut aller, plutôt que l'inverse. Donc voilà, on est très à l'écoute, nous, de tout ça, mais je pense qu'il y a une notion importante dans le fait de populariser, de continuer à populariser ce qu'a commencé Eric Tabarly dans la pratique de la plaisance, c'est ça, c'est que on est là encore une fois pour aider à faire ça, et je pense souvent au port, tous ces bateaux qui restent à quai, ils ne sortent plus. Alors on peut se poser la question pourquoi. Pour la plupart, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pratiqué et puis ils n'osent plus sortir ou ils n'osent plus faire des choses. Ça devient le bateau apéro, comme on appelle ça. Mais voilà, et donc nous on est là pour inciter les gens à démystifier tout ça, à se redonner goût à l'envie de sortir, de faire vivre le port aussi avec tout l'écosystème qui est autour. Plus il y a de gens qui naviguent, et bien mieux c'est pour tout le monde. Le plaisir est là, et donc nous voilà, si on peut participer de façon humble à continuer à populariser la pratique de la plaisance, on serait très très fiers de le faire. Alors nous évidemment on est sur du numérique, mais il y a aussi donc le coach digital Océan Skis, mais il peut y avoir aussi des coachs évidemment physiques, il y en a plein, et la Fédération française de voile le fait très très bien. En particulier, mais voilà, donc on est complémentaires et on va vers le sens de cette pratique, je dirais, consciente et intelligente. Et je vais faire un petit coucou à la SNSM qui est en train justement de relancer son bras armé de prévention. Et je pense que nous, on participe pleinement à cette idée de nourrir ce bras armé de prévention, dans le sens où préparer les gens à bien pratiquer la plaisance, c'est un bon moyen d'éviter de l'accidentologie et de vivre les choses, je dirais, de façon simple et sans problème derrière. Voilà. C'est ça. Alors Laura, on avait aussi évoqué, une fois cette expérimentation menée, la possibilité peut-être de le transférer à d'autres ports. J'imagine que tout ça va amener quand même des évolutions dans les solutions développées. En tout cas, le port de Port-la-Forêt peut être quand même un peu différent d'autres ports, ne serait-ce qu'à l'échelle de la Bretagne. Comment vous allez pouvoir aussi intégrer ces évolutions dans une solution qui aura été un petit peu développée clé en main? Est-ce que l'outil est suffisamment agile pour intégrer aussi des nouvelles données propres à chaque port finalement? Ouais. En fait, c'est une très bonne question parce que ce qu'on vise, c'est bien sûr des technologies génériques en fait, qui trouvent leur application, ou en tout cas leur sens sur des territoires où les contraintes peuvent être variées. Et ce qui nous tient à cœur, c'est qu'on est dans un territoire où la côte est découpée. On a envie de servir ce territoire, on est fiers des valeurs qu'il porte et c'est pas pareil effectivement d'installer une intelligence artificielle pour tourner sur un port avec des pontons où tout est bien organisé que de s'implanter sur un petit port où tout est sur bouée. Et du coup, oui, l'enjeu c'est vraiment d'avoir des solutions qui s'adaptent et qui soient agiles aussi en termes de consommation d'énergie. Parce que les solutions embarquées, elles font sens aussi quand on est sur des îles ou des archipels ou autres. On n'a pas forcément non plus tous les câblages qu'il faut pour faire tourner les machines, quoi. Donc en fait, oui, on essaye bien sûr d'avoir des solutions qui soient adaptables et qui soient agiles sur un ensemble de... Est-ce que vous avez d'autres axes de développement en particulier, non, avec l'arrivée du chercheur? En fait, là, pour l'instant, on se concentre sur les premiers éléments pragmatiques. Voilà. On évite de trop se disperser dans un premier temps parce qu'en fait, on préfère se concentrer sur une ou deux fonctions robustes et être capable de répondre de façon pertinente et performante aux besoins actuels. Et ensuite, effectivement, d'envisager d'autres actes de développement par la suite. Ouais.
Toi, Yann, ces données-là prennent de plus en plus d'importance aussi dans la plateforme qui initialement était finalement la mise à disposition de places de sport. On est parce que c'est à la fois pour ce qu'on appelle la fonction de yield management, c'est-à-dire de la gestion optimisée un petit peu qu'on peut retrouver dans l'hôtellerie ou dans d'autres univers, même dans l'univers de la grande distribution. Sauf que ce yield management, on se le réattribue aussi sur la pratique sportive, c'est-à-dire est-ce que demain je vais faire plutôt du vélo ou de la voile, en fond, le facteur déterminant, ça va être ma fenêtre météorologique. Hein. On est tous conditionnés par la fenêtre météorologique, donc que ce soit dans nos pratiques sportives ou dans notre pratique tous les jours de la vie au quotidien. Donc à 10 jours, qu'est-ce que je vais faire en Bretagne? Parce que là, si on regarde les prévisions jusqu'au 3 ou 4 juillet, il est important de ne pas sortir uniquement la crème solaire. Donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là où nous, on va apporter des réponses les plus pertinentes à la fois dans notre plateforme, en suggérant les bonnes activités aux bonnes personnes, mais également, chose qu'on ne voit pas directement dans le métier de Sportriser aujourd'hui, c'est qu'on va distiller également ce message-là au travers de nos médias avec qui on... Mais c'est très surprenant, comme on active pas mal de partenaires médias, on transmet cette information-là aussi au grand public sur une forme complètement didactique du style. La première semaine des vacances scolaires qui arrivent ne sera pas forcément un temps idéal en Bretagne, donc prévoyez peut-être sortie en cheval, randonnée équestre, randonnée, peut-être pratiquer le GR34 parce que il y a des beaux paysages, et faites plutôt autre chose que la plage, parce que la plage, ce ne sera pas l'idéal. Mais c'est vrai que de prime abord, en regardant l'activité Sportriser et l'interface sur laquelle on tombe en étant sur votre plateforme, on ne se rend pas compte de tout ce travail qui est derrière, dans effectivement la préparation, la promotion des activités, tenant compte précisément de ces données-là. Disons que c'est notre façon aussi de se différencier, c'est-à-dire on est sur une plateforme digitale où on a juste une entrée, c'est une barre de recherche à la Google, mais derrière c'est de mettre beaucoup d'intelligence pour faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la plus aboutie, autant pour la personne qui vient sur notre plateforme, autant pour nos partenaires qui vont mettre des activités en plateforme. C'est-à-dire que si moi j'ai une personne qui me fait une activité qui est plutôt sensible, on va dire, au vent, si on prend par exemple du char à voile, donc vent, marée basse, je ne vais pas les proposer une activité qui soit en pleine mer avec un coefficient de 100 en Bretagne, ça n'aurait pas de sens, ou trop de vent. Donc l'idéal, c'est quand même d'assurer à nos partenaires aussi qui travaillent avec nous, c'est-à-dire ceux qui vont mettre des activités, c'est de leur donner aussi la bonne fenêtre. Et surtout quand nous, on va faire la promotion de ces activités-là sur les réseaux sociaux, donc qu'on connaît tous, l'idéal, c'est de les promouvoir au bon moment, au bon instant, auprès de la bonne population. Donc on a tous à gagner là-dessus, donc c'est ce qu'on essaye de faire avec l'univers Sportriser, c'est au-delà de la météo, c'est de propulser sur le monde digital les bonnes informations aux bonnes personnes au travers de notre plateforme. Et on est quand même assez petit, même si aujourd'hui on est la première plateforme en France d'activité sportive globale. Mais derrière, c'est aussi d'envoyer ça dans les médias pour faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de ce savoir-faire finalement. Ça, c'est intéressant. Comment vous le valorisez du coup? Parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement en amont. L'investissement en amont, alors comme on est en petite structure, ce qu'on essaye de faire, c'est la co-construction, c'est-à-dire on a des objectifs ensemble qui vont être d'animer l'information autour de la météorologie. Donc c'est quand je prends mon journal, c'est un article météo. Donc pour ça, on a une rubrique voile, on a une rubrique surf, on a une rubrique un petit peu multisport où on va essayer d'animer un petit peu, donner de l'information aux gens. Mais ça peut se faire aussi après sur des suivis de. Là, on parlait tout à l'heure du Vendée Globe. Le Vendée Globe, moi le Vendée Globe, je l'ai fait sur toute la durée, on va dire en éditorial avec le groupe SIPA Ouest France. Donc c'est une superbe expérience qui a permis de distiller beaucoup de choses et d'apprendre un petit peu aussi, et c'est rigolo parce que voir la performance des bateaux, comme on parlait tout à l'heure, l'homme reprend la main sur la machine parce qu'en termes de sensations, effectivement, les mers du Sud, le gros problème sur le Vendée Globe, c'est que le manque de connaissances sur les états de mer dans le Grand Sud fait que les pilotes, le navigateur, sont obligés de revenir aux commandes. Il n'y a pas de mystère. Les machines sont... on n'a pas eu le temps d'apprendre. Donc, comment on fait? C'est l'homme qui reprend la main. Donc on a encore du travail à faire sur l'IA. Et la durée de l'apprentissage qui est souvent plus longue que ce qu'on pourrait penser. C'est ça. Plein de choses à faire. Donc c'était très intéressant de voir les développements que vous avez effectivement les uns les autres, qui appellent aussi des investissements, on n'en a pas forcément parlé, mais même le tournage de vidéos préalables, la rédaction de fiches pédagogiques et de scripts, la R&D, l'intégration aussi et l'appropriation de ces technologies dans un outil de gestion au quotidien où un service est attendu. Et si le service n'est pas au rendez-vous, le client potentiellement est perdu.
Donc tout ça, c'est vraiment des points très importants. Et puis, ça fera l'objet d'ailleurs, je pense, d'une réunion un peu plus ouverte. Je me permets de citer le Forum européen de l'intelligence artificielle qui aura lieu à Quimper les 15 et 16 octobre, donc avec une partie aussi entreprise recherche, mais une partie vraiment ouverte au grand public, avec l'enjeu de pouvoir démystifier aussi auprès du grand public ces informations-là. Et je crois que notre chef d'orchestre de nos AI Days avait une petite information à délivrer aussi. Je lui cède la place et je remercie mes intervenants et je cède ma place à Frédéric Nicolas. Merci Rachel, merci à toutes et tous pour cette conférence passionnante que vous pourrez d'ailleurs évidemment retrouver en replay. Je te redonnerai la parole juste après pour le tour de table de conclusion si tu veux. En tout cas, ça fait très plaisir de recroiser pas mal de startups du territoire, que ce soit Optici, Sportriser et d'autres qu'on a cités ou qu'on n'a pas cités, des XWEX, des Iodine également qui était intervenu l'année dernière sur la première conférence IA. Iodine qui travaille sur l'optimisation des trajets via les courants marins de surface. Foil & Co également. Bon, bref, on voit que la Pointe Bretonne fourmille d'idées et d'innovations en fait autour de ces thématiques. Moi, je voulais vous parler rapidement de deux dates à mettre dans vos agendas. Un premier événement, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, donc on a beaucoup parlé de données, et quand on parle de données, on revient souvent sur le terme de hackathon. Et il y a un hackathon qui se déroule sur la Pointe Bretonne depuis 6 ans, et c'est le 3e, donc on va pouvoir, vous allez voir un petit peu ça en images dans une vidéo. Donc il y a la prochaine édition qui se déroulera en novembre sur Brest et en international, puisque c'est présent dans 18 villes, et ça peut intéresser évidemment pas mal de personnes qui regardent actuellement cette session maritime. Alors un hackathon, c'est quoi si vous ne connaissez pas le dispositif? C'est 48 heures en mode équipe. Alors pour ceux à qui ça parle, c'est un peu un startup week-end mais version données. Donc il y a vraiment des données qui sont mises à disposition par des contributeurs. Donc ça peut être par exemple le CHOM, ça peut être l'Ifremer, ça peut être Météo France, etc. qui met à disposition des données et ensuite des participants. Il y a une fourchette entre 100 et 150 participants par exemple sur Brest qui vont essayer en équipe de répondre à des défis. Donc des défis, ça peut être sur la sécurité maritime, ça peut être sur les activités nautiques, ça peut être sur le suivi des écosystèmes, la gestion des pollutions, etc. Et pendant 48 heures, ils vont se mettre en équipe en utilisant des données. Donc il y a vraiment cette dimension data pour à la fin arriver à un démonstrateur, une innovation, une application, etc. Donc c'est vraiment une date hyper intéressante qui est vraiment collectif et qui a fait son trou et qui du coup c'est donc comme je le disais présent dans 18 villes maintenant à l'international, présent sur je crois que c'est 3 continents. Donc c'est piloté par l'équipe du Campus Mondial de la Mer qui est portée par le Technopole Brest-Tiroise qui assure la coordination générale avec plein de partenaires, l'IUM, l'UBO, etc. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a déjà des projets des défis qui ont été lancés et ça se déroulera début novembre. Donc ensuite, vous pouvez participer le temps d'un week-end pour approfondir et c'est l'occasion de mettre à profit des expertises et croiser beaucoup de personnes dans cet environnement. Voilà, donc la prochaine étape, il y aura une étape brestoise qui se déroulera, je ne sais plus également où, sur Brest, j'ai plus l'information. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous contactez Juliette Rimet-Planchon qui vous en dira plus. Et deuxième date à noter dans vos agendas, alors là c'est un petit peu plus lointain, donc vous pouvez déjà prendre un petit peu d'avance et ouvrir votre agenda 2022. Ce sera l'occasion de la CITEC Week qui se déroulera en septembre 2022. Je pense que vous avez déjà toutes et tous la date, ou pas, 26 au 30 septembre 2022, et ça va parler le thème va être sur le transport maritime, sur des solutions plus vertes et plus smart, avec en pays à l'honneur l'Inde. Les femmes également seront à l'honneur au niveau des sciences et technologies de la mer. Donc c'est clairement la CITEC Week, donc ça se déroule tous les 2 ans sur le territoire et c'est la semaine internationale des sciences et technologies de la mer. Et donc là vous avez un petit peu de temps, vous voyez, septembre 2022. C'est une action qui est portée là également par le Campus Mondial de la Mer. Et là on est dans une période d'appel à contribution, donc call to paper, pour construire la grille de programme. Donc si certains d'entre vous, je parle également aux intervenants, si vous souhaitez intervenir, apporter des expertises, etc., vous pouvez très bien contribuer pour co-construire la grille de programme de cet événement qui se déroulera septembre 2022. Donc vous voyez, il y a beaucoup de... Tu as parlé du forum IA, tu as dit Quimper, c'est Concarneau, non? C'est Concarneau, ok. Ah, j'ai entendu Quimper à un moment. Mais en tout cas, voilà.
On voit que la pointe bretonne, Nord Finistère, Sud Finistère, etc., ça fourmille de dates, de rendez-vous et de start-up innovantes. Rachel, si ça te va, je te donne la parole pour le tour de table de conclusion, peut-être sur cette session. Et juste pour vous rappeler, ceux qui sont à l'antenne, que un quart d'heure après, on enchaîne avec une dernière session de la journée où on parlera de la recherche à la pointe bretonne. Voilà. Merci beaucoup Frédéric, je crois que j'ai toujours le micro bah oui, là, c'est attaché, on s'y perd à force, mais un grand merci aux entreprises de s'être prêtées aussi à cet exercice d'échange. Je trouvais intéressant justement d'avoir au travers des filières nautiques ces 3 temps assez complémentaires aussi, on le voit, hein, même si vous êtes amenés à travailler très souvent sur vos domaines très pointus, il y a souvent aussi des parallèles. On le voit bien, hein, la pratique reste importante même par rapport à la théorie. On voit aussi qu'autour des données, on a beaucoup de données qui s'assimilent peut-être plus à de l'intelligence émotionnelle, c'est un terme que j'aime beaucoup, à côté de l'intelligence artificielle, et on pourrait démultiplier. Très heureuse aussi de cette jolie mise en relation et cette première expérimentation sur le port de Port-la-Forêt. Plein de bonnes choses en tout cas à vos développements. Et puis Yann aussi, plein de bonnes choses autour de Sportriser. Voilà, très heureuse d'avoir été avec vous pour cette session, et encore merci à l'organisation des AI Days pour cet échange. Merci. Merci.